Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Journal débridé. Aujourd'hui, nous sommes dans le magnifique parc de sculpture de Qing'an. Regardez autour de moi, ces jolis sakura. C'est la saison. Sans plus tarder, des actus. Cette semaine, on a encore trouvé les meilleures pépites, les actus incroyables et amusantes des 15 derniers jours en Chine. On commence avec ceci. Un petit mot sur le temps, c'est mon côté Sébastien Follin. Le printemps est officiellement arrivé à Shanghai et avec lui, les pluies. Eh bien oui, il n'y a pas que chez vous qu'on subit les giboulées de mars. Mais avec l'augmentation des températures, on a pu voir s'éclore les premières fleurs printanières dans les parcs de la ville. L'occasion pour les locaux d'aller voir et revoir le magnifique jardin botanique. Amour à présent, une première en Chine. Un jugement de divorce a condamné l'ex-mari à payer sa femme pour avoir fait le ménage. C'est possible depuis l'adoption d'une nouvelle loi au 1er janvier 2021. Vous me direz, c'est un progrès pour les femmes au foyer qui se retrouvent dépourvues en cas de séparation. Et c'est de bonne guerre, vu que les tâches ménagères sont encore trop souvent à la charge des femmes. Le souci, c'est que l'ex-mari a dû payer l'équivalent de 6 300 €, alors qu'ils sont restés mariés 4 ans. Ça fait pas beaucoup par mois. Moi, je dis toujours, il vaut mieux vivre d'amour et d'eau fraîche. Et pour ne pas se fâcher à propos des tâches ménagères, on peut faire appel à un service de nettoyage. La paix dans le ménage, pas la paix pendant le ménage. Sexisme, encore et toujours. Le monde évolue, les voix s'élèvent pour dénoncer l'injustice. Mais il y a toujours des expressions pas très cool concernant les femmes. À Changsha, dans le centre de la Chine, une chaîne de restaurants populaire proposait à ses clients des mugs avec l'inscription Wu Jiao Ma Geng, qui fait référence à une femme comme une bonne affaire. C'est pas très MeToo tout ça, hein? Sur les tasses, il est dit que les clients peuvent faire une bonne affaire en rencontrant de belles femmes pendant qu'ils attendent leur commande, car les magasins sont bien connus pour leur longue file d'attente. Les internautes ont également trouvé d'autres descriptions gênantes sur ces sachets de thé, notamment « Ma chère, je te veux » et « La bouche dit non, mais le corps dit oui ». De nombreux clients se sont plaints sur le net. La chaîne s'est rapidement excusée et a retiré les objets incriminés. Ça, c'est de la gouvernance par le peuple. Deux personnalités sinophones font leur entrée dans le top 100 du Times. La première, et pas la moindre, c'est Chloé Zhao Ting, qui est aussi devenue la deuxième réalisatrice à gagner les Golden Globes américains pour son film Nomadland. La première réalisatrice à avoir remporté le trophée, c'était Barbara Streisand en 1983. D'ailleurs, c'était pas longtemps après la naissance de Chloé Zhao. J'espère qu'on ne va pas encore attendre 39 ans avant qu'une autre femme soit récompensée pour son travail. Girl Power! Le deuxième, c'est Li Jiaqi, le roi du rouge à lèvres, qui a fait des records de vente sur le site Taobao. D'ailleurs, je vais en parler dans le Zoom sur le net. Le mec, il est capable de vendre 15 000 rouges à lèvres en quelques minutes. Et en même temps, il est généreux, car il a fait des dons à des associations caritatives. La grande classe. Vous le savez, dans le journal débridé, on aime bien les prouesses technologiques. Ça fait de belles images et ça nous projette dans le futur. Et bien là, la Chine nous a encore épatés avec son spectacle de drones qui représente des œuvres du fameux peintre Vincent Van Gogh. Oui, vous avez bien entendu, je vous laisse admirer les images. C'est bluffant de technique et en même temps tout simplement magique. À la rédaction, on aime beaucoup vous parler des robots. Les robots, c'est l'avenir, c'est fascinant. On se demande toujours quelles nouvelles tâches ils vont pouvoir effectuer pour qu'on puisse enfin arrêter de travailler. Aujourd'hui, je vous parle de restaurants totalement automatisés. À Shenzhen, les robots peuvent faire des cocktails, préparer à manger, servir les plats. On est en plein dans la science-fiction. Mais moi, je veux bien vivre dans un monde futuriste, mais uniquement si je peux voir l'îlot du 5e élément. Mais je sais que les puristes de la gastronomie comme vous allez me dire que ça manque d'âme, un peu tout ça. Hein? On trouve de tout sur le net, surtout en Chine. Et on n'est pas les derniers pour les gadgets inutiles et les objets incongrus. Mais un pot de chambre en guise de corbeille à fleurs?
Tout est possible en Chine. Je ne sais pas qui a pensé que les traditionnels pots de chambre pour enfants en émail aux délicates fleurs peintes pourraient être un objet de décoration. C'est un peu comme si vous plantiez un balai toilette en plein milieu d'un vase de fleurs, même s'il est propre. C'est, comment dire, dégoûtant, non? Le pire, c'est que sur Amazon, ils vendent ça super cher. Si vraiment vous trouvez ces pots de chambre à votre goût, je peux vous vendre celui que j'ai utilisé quand j'étais petit. Promis, moi, je vous fais un bon prix. Je vous avais déjà parlé de la nouvelle tendance sur TikTok, la littérature de Versailles. Vous vous souvenez? Eh bien ici à Shanghai, on se la pète et on va carrément recréer un Versailles virtuel. Rien que ça. En fait, c'est le château de Versailles qui organise cette exposition digitale, en immersion, comme si on y était. Et bien oui, c'est désormais difficile de voyager dans votre beau pays et de voir les merveilles architecturales de nos propres yeux. Alors, on se contente de la réalité virtuelle. Voilà, c'est déjà fini pour les actus incroyables et saisissantes de la Chine. Alors, vous en avez pris plein les mirettes? J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions dans les commentaires. Et comme ça, on va s'améliorer. Salut la compagnie! Vous connaissez bien sûr le télé-shopping? Eh bien, découvrez le live shopping. Ce phénomène est la tendance e-commerce en live streaming. Que ce soit en Chine ou en France, sur Instagram ou Weibo, il est courant de voir les influenceurs faire de la pub pour des marques. Par exemple, une photo de sac sur Instagram ou Weibo et hop, les fans vont l'acheter. Aujourd'hui, dans Zoom sur le net, je vous parle du live shopping, un vrai phénomène en Chine. Oh my god, Maita Maita! Oh mon Dieu, achetez-le, achetez-le! Début 2019, cette phrase magique a envahi l'ensemble des réseaux sociaux chinois. Cela révèle l'essor de la vente en direct. Les influenceurs s'assoient devant la caméra et essaient les produits et les vendent avec enthousiasme. Oh mon Dieu les filles, achetez-le! Vous devez utiliser celui-ci. Oh vraiment, il n'y en aura jamais une telle promotion à nouveau. Les liens d'achat se trouvent en dessous de la vidéo. L'offre à durée limitée, le côté pratique, le prix imbattable. Tous ces éléments poussent les gens à cliquer et à payer sur leur écran. 2-3 jours plus tard, ils reçoivent leurs produits. En Chine, l'industrie du live streaming est née en 2016. Au début, les belles filles et les gamers étaient des pionniers de ce secteur. Le public était principalement composé d'hommes dans la trentaine. Les hôtes, ou plutôt les hôtesses, devant les écrans récoltaient des cadeaux numériques offerts par leurs fans pour faire du chiffre d'affaires. Puis, le live shopping est arrivé rapidement. Aujourd'hui, il y a autant d'hommes que de femmes qui regardent ces émissions de vente en ligne. Les vies de deuxième catégorie, telles que Suzhou, Hangzhou, représentent la plus grande audience. L'énorme base d'utilisateurs a progressivement augmenté le volume des ventes en live streaming à un nombre phénoménal. La gamme des produits s'est progressivement élargie en partant de snacks et de rouge à lèvres pour aller jusqu'aux articles ménagers et aux voitures de luxe. Cependant, les produits de première nécessité et la nourriture sont les plus consommés. Le développement du live shopping a connu bien entendu un élan pendant l'épidémie en 2020. Une des stars de ce secteur s'appelle Li Jiaqi, un homme capable de vendre des rouges à lèvres aux femmes. Ces mots séduisent les femmes. Certaines de ces phrases de vente sont devenues cultes. Ce live shopping, qui était à l'origine considéré comme une culture populaire, a brisé la barrière entre les influenceurs en ligne et les vraies célébrités. Et de plus en plus de célébrités ont rejoint ce secteur, notamment l'acteur Andy Lau. Imaginez-vous une vidéo où Guillaume Canet recommande des objets du quotidien en ligne. Ça paraît incroyable. Les bénéfices du live shopping sont considérables. Rien que sur Taobao, il y a jusqu'à 100 000 émissions en direct par jour. Le jour de 11/11, une sorte de Black Friday en Chine, les ventes totales de Li Jiaqi et Weiya ont atteint 7 milliards de yuan, presque 900 millions d'euros. À vrai dire, au cours des 3 dernières années, seuls Li Jiaqi et Weiya ont vraiment réussi à vendre des marchandises à tout le monde. Les gens pensent que le live shopping peut rapporter gros, mais peu y arrivent vraiment. Selon Li Jiaqi, il doit essayer 380 rouges à lèvres en une seule émission. Sacré dévouement. Et le jour de 11/11, il a continué à diffuser en direct pendant 8 heures, histoire d'atteindre le pic de consommation de fin de soirée. Influenceur,
c'est pas un métier facile en fait. À l'heure actuelle, le live shopping en Chine évolue progressivement vers un plateau. Cependant, avec la popularité de Twitch et l'impact de l'isolement forcé lié à la pandémie, peut-être que la France subira également une vague d'engouement pour le shopping en direct. Alors les amis français, êtes-vous prêts? Oh my god. Dans l'émission précédente, on s'est baladé avec l'invité mystère Hugues Martin dans Shanghai. Il nous a beaucoup parlé de noms de rues de la ville, Xinanlu, Tufulu, vous vous souvenez? Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, on parle de rue en Chine. Pour commencer, le mot rue en chinois se dit le plus souvent lu. Le caractère est composé de zu, pied, et que, chaque ou chacun. Chacun ses pieds, chacun sa route. Ceux qui parlent chinois ont sûrement entendu aussi ma lu, cheval, rue. Vous allez me dire, en Chine, à l'origine, ces rues étaient pour les carrosses. C'est vrai que ma lu aurait pu être un mot chinois, rempli de sens. Mais non, en fait, ma provient du nom de l'écossais John Loudon MacAdam, le fameux macadam. Autrefois, en chinois, on disait macadam, transcription phonétique du macadam. Puis, le mot malu est resté. C'est intéressant, mais un peu compliqué. On se perd, non? D'ailleurs, pour dire qu'on se perd, on dit mi lu en chinois. Littéralement, confondre plus rue. C'est logique. Ça se prononce pareil, mais c'est pas le chien de Tintin, hein? Bref, retrouvons notre chemin. En Chine, comme en France, beaucoup de rues sont nommées avec les noms de villes ou de provinces. Par exemple, Beijing-lu, ou Henan-lu, Nanjing-lu, ou Jiangsu-lu. En revanche, on nomme peu les noms de rues avec les noms de personnalités connues comme en France. Il y a une exception. En Chine, dans n'importe quelle grande ville, vous aurez toujours Zhongshan-lu. Ça, c'est pour rendre hommage à monsieur Sun Zhongshan, plus connu sous le nom de Sun Yat-sen. Avec les trois rues, Renming-lu, rue du peuple, Jiefang-lu, rue de la libération, Jianshi-lu, rue de la construction. Elles forment les 4 rues les plus connues de toute la Chine. Vous pouvez deviner, d'après la signification de ces 3 noms de rues, que ces appellations datent des années 1950, juste après la fondation de la République populaire de Chine. Petite anecdote drôle à Shanghai, Renming-lu forme un cercle avec la Zhonghua-lu. Ces 2 rues retracent le parcours de l'ancien mur de fortification qui encadrait la ville de Shanghai. Toute petite à l'époque, 5 km de circonférence seulement. Un petit Paris. Dans les grandes villes comme Pékin, Xi'an, qui sont d'anciennes capitales impériales, les rues sont droites et perpendiculaires. Ça veut dire qu'elles se croisent à l'angle droit. J'ai cherché dans le dictionnaire, hein. Les rues qui s'étendent du nord au sud sont appelées Jie. Pardon, je ne voulais pas vous faire peur dès le début. C'est pour ça qu'on apprend que maintenant une autre façon de dire rue en chinois. Jie. Donc, revenons à nos moutons. Les rues qui s'étalent de l'ouest à l'est, ce sont des lu. Du nord au sud, des jie. C'est typique à Pékin et à Xi'an. Comme ça, visuellement, c'est plus clair. Du coup, 2 rues en lu ne sont pas censées se croiser. Organisation carrée, c'est le signe que la ville est une capitale. Ça ne rigole pas. Puisqu'on parle des points cardinaux, en Chine, ils sont souvent rajoutés dans les noms de rues quand les rues sont longues. Par exemple, Nanjing-Xilu, rue Nanjing-Ouest, et Nanjing-Donglu, rue Nanjing-Est, et Zhongshan-Beilu, rue Zhongshan-Nord, et Zhongshan-Nanlu, rue Zhongshan-Sud. Ça, c'est quelque chose de différent qu'en France. À Shanghai où j'habite, il y a peu de jie, c'est lu à toutes les sauces. Du coup, pour savoir si une rue est orientée nord-sud ou est-ouest, on se fie à son nom. Petit conseil, si c'est nord-sud, ce serait plutôt un nom de province chinoise. Par exemple, Sichuanlu, Yunnanlu, etc. Et si c'est est-ouest, un nom de ville chinoise.
Beijinglu, Nanjinglu. La Nanjingdonglu, celle du côté est, qu'on appelle aussi les Champs-Élysées de Shanghai. Ça vous tente? Sinon, vous savez déjà que l'histoire de la France est très liée à celle de Shanghai. Dans l'interview de la précédente émission, on a parlé de la rue Massenet, devenue Ma Sinanlu, puis Sinanlu. On retrouve la traduction phonétique. Voilà, j'espère que ce petit tour autour des noms de rues vous a amusé et pas trop fatigué. À la prochaine. Salut Paloma! Bonjour Lisson! Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va? Tu m'as donné rendez-vous ici? Alors je t'ai donné rendez-vous ici, en fait c'est le quartier où j'habite. Ouais. C'est aussi le quartier qui est proche de l'université de Tongji et en fait il y a une grosse influence de l'université de Tongji. Ils veulent réaménager les quartiers, les résidences. Donc on a un peu deux cultures qui s'affrontent, mais on peut voir qu'il y a pas mal de graffitis. C'est rigolo ça! Puis à côté on a beaucoup de choses de Shanghai, donc voilà, par exemple on va voir tous les habits au-dessus et tout. Bon Lisson, je te propose d'aller dans un endroit un peu plus calme, dans un endroit plus universitaire. C'est la bibliothèque qui fait aussi café et qui appartient à l'université de Tongji. Ok, très bien, parti. bon, on y va. J'ai 34 ans, je suis originaire du Pays Basque. Cela fait maintenant 9 ans que j'habite en Chine. J'ai vécu à Pékin, à Hangzhou, à Suzhou et maintenant je vis à Shanghai. Je suis professeure de français langue étrangère et coordinatrice de projet sino-francophone au sein de l'IFSIM, une plateforme sino-francophone de l'université de Tongji. Poulet basquez ou combat au jiding? Poulet basquez. Poulet basquez avec du poivre de Sichuan, fait par ma maman. Délicieux. Mais le combat au jiding, j'aime bien aussi. Et puis en Chine, on a souvent l'habitude d'en manger. Mais petite préférence pour la cuisine familiale. Pelote basque ou ping-pong? Je dirais plus pelote basque. Chaque été, maintenant ça fait 9 ans que je suis en Chine, mais je rentre au Pays Basque. Et avec mon père, on a l'habitude d'aller à la Cesta Punta, il y a des internationaux. Et c'est un moment un peu familial, père-fille. Mais le ping-pong, j'aime bien. Avec les petites compétitions, c'est sympa en Chine à regarder. Les Pyrénées ou Zhangjiajie? Les Pyrénées, je dirais un peu plus parce qu'en fait, les Pyrénées, on a toutes les rivières, toutes les montagnes, et puis on a des forêts, la forêt d'Irati avec tous les contes et les légendes du Pays Basque, c'est magnifique. Mais Zhangjiajie, je suis curieuse en fait. J'aimerais beaucoup, j'y suis jamais allée, je suis très curieuse, mais j'ai un peu peur du vertige quand même. Le français ou le chinois? Alors le français, c'est ma langue maternelle, mais pour être honnête avec toi, quand j'ai appris le chinois en Chine, à l'université de Pékin, j'ai redécouvert le français. Ça m'a permis de mieux comprendre le français, que ce soit sa grammaire, mais aussi surtout toutes les valeurs qu'elle véhicule. Et le chinois, pour moi, ça a été l'outil, ça a été un peu ce qui m'a permis de mieux comprendre ma culture aussi. Contrepétrie ou Chengyu? Contrepétrie, c'est un petit souvenir quand j'étais étudiante à la fac, à la Sorbonne. Je m'amusais beaucoup à lire Le Canard enchaîné, donc c'est plus un côté souvenir. Mais j'aime bien les Chengyu parce que déjà, c'est vraiment important dans la culture chinoise, dans la langue chinoise. Et puis c'est assez imagé, j'aime bien ça. On peut bien rire avec des Chengyu aussi. Baudelaire ou Li Bai? Alors Baudelaire, c'est vrai que j'aime beaucoup Les Fleurs du Mal, c'est très beau. Mais Li Bai, il y a ce côté nature qui est aussi très joli. Et puis c'est très bien écrit, c'est quand même très très beau. Les deux sont quand même magnifiques. Et ils représentent vraiment bien les deux cultures, françaises et chinoises. Je t'ai présenté un peu mon cadre de travail, c'est là où je viens travailler de temps en temps ou même préparer mes cours. Je te propose maintenant d'aller dans un endroit qui m'est très cher, qui n'est pas très loin d'ici. D'accord. Allez. C'est une petite résidence, un petit quartier qui m'est cher. En fait, l'université de Tongji, à la base, les professeurs habitaient ici. J'aime beaucoup ce quartier parce qu'on a toutes les générations, on a souvent des professeurs retraités, en tout cas des retraités qui ont leur petit potager avec des camélias, des roses. Et je trouve ça assez mignon en fait, ce rapport-là comme ça. Donc ça me plaît énormément. Il y a un côté très populaire mais pas populace. J'aime bien ça en fait. Paloma, ta première rencontre avec la culture chinoise? À l'adolescence, je voulais étudier le russe, mais ma mère, elle trouvait que le russe était déjà en vogue, donc elle s'est dit bon, tu vas apprendre le chinois. Et puis elle avait cette intuition que la Chine allait compter de plus en plus. Donc j'ai commencé à apprendre le chinois d'une façon super ludique. J'avais pas d'examen, rien. Et c'est comme ça que j'ai pris goût en fait. Donc ta maman, elle t'a donné le goût d'aimer cette langue. Et après, pourquoi tu as voulu venir en Chine? Je voulais voir de mes yeux, faire ma propre expérience, forger ma propre opinion en fait sur la Chine. Donc j'ai décidé de partir en Chine. Au départ, c'était 1 an et maintenant, ça fait 9 ans.
Qu'est-ce que la Chine t'a apporté? Elle m'a appris à grandir en fait. Dans le sens où j'ai grandi physiquement en France, mais en Chine, en fait, j'avais pas papa, maman, j'avais pas de filet, c'est une nouvelle culture, je connaissais pas le chinois. Donc j'étais un peu laissée à moi-même. Donc il fallait que je me débrouille, que je comprenne aussi bien les Chinois que les systèmes de visa et tout. Et elle m'a permis de me forger mon caractère et de pouvoir m'exploiter, exploiter mon potentiel au maximum. Donc la Chine, elle m'a beaucoup donné sur la construction de moi-même actuelle. Parle-nous un peu de ton parcours professionnel. Je suis arrivée en 2011 en Chine donc pour apprendre le chinois à l'université de Pékin pendant 2 ans. Puis après, je voulais rester en Chine, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, je suis allée à Hangzhou, pas très loin de Shanghai. J'ai enseigné le français pendant 2 ans là-bas. Puis après, je suis partie à Suzhou. Et à Suzhou, j'ai eu plusieurs postes. J'ai commencé en prof de français, coordinatrice pédagogique et après tout ce qui est direction des études. Et à chaque fois, mon public était chinois. Et là, actuellement, en gros, à l'université de Tongji, ça fait plus de 2 ans. Donc, je suis professeure de français aussi également. Et également, en parallèle, je fais tout ce qui est projet sino-francophone, donc avec les écoles de Tongji. Donc, c'est mon travail actuel. Est-ce que la langue française attire beaucoup d'élèves chinois? Beaucoup. Et c'est vrai que les Chinois sont très attirés par la langue française. Alors, ça, c'est mon opinion, je pense, pour plusieurs points. Le premier, c'est tout ce qui est... la France, c'est vrai qu'elle a une réputation, c'est la France des arts et des lettres. Après, il y a tout ce qui est son rôle international dans les organisations internationales. Il y a aussi ce côté aussi que la France, elle est un peu carrefour au niveau pour l'Europe, donc c'est facile d'y intégrer. Et puis tout ce qui est le système universitaire. C'est vrai qu'on a on a un système universitaire qui est assez pointu en France, on a des très très bons chercheurs. Donc c'est vrai que beaucoup d'étudiants sont intéressés par le français. Comment tu vois l'enseignement de la langue française en Chine? Le français, c'est une langue qui est quand même assez compliquée pour les Chinois. Mais les Chinois, ils ont beaucoup d'outils, ou ils ont beaucoup de capacités pour bien apprendre le français, dans le sens où ils ont cette capacité à apprendre par cœur. Donc tout ce qui est grammaire, orthographe, ils sont très bons. Et après, concernant les professeurs, en fonction des structures, donc tu as les universités chinoises en général, et après tu as tout ce qui est Alliance française. Là, en général, c'est pas le même enseignement, on n'a pas les mêmes manuels. Et en Alliance française, le professeur étranger ou professeur chinois enseigne les deux, c'est-à-dire l'oral et l'écrit. Quand tu es dans une université chinoise, c'est souvent divisé. Professeur chinois, il fait l'écrit, professeur étranger, il fait plus l'oral. Mais ça marche, on a de très bons résultats et puis tu peux en témoigner, tu en fais partie, non, des étudiants. En mars, c'est le mois de la francophonie. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, donc on a des concerts, on a des expositions, on a des conférences, on a des tables rondes, des ateliers qui est destiné à tous les publics. C'est organisé dans plusieurs villes en Chine et c'est un moment qui est très très important, très fort pour la France et pour la Chine. Concrètement, la langue chinoise t'a apporté quoi exactement? La finesse. Alors il y a le français en fait, en tout cas pour le français, on utilise beaucoup de mots, par exemple on a des adverbes et tout ça qui expriment beaucoup les nuances. Et en chinois en fait ça va être, c'est pas seulement le mot ou la prononciation, ça va être l'idéogramme. Et cette finesse en fait que j'aime beaucoup dans la langue chinoise, elle y est en fait. Et en même temps c'est une langue qui quand on la parle, ça peut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi précise que le français, mais elle a une finesse, une élégance en fait, et qui est totalement différente du français. Et ça, j'aime bien. Bon, Paloma, merci beaucoup pour ton accueil. C'était très sympa, Lisson. Merci beaucoup à toi. J'ai passé un très bon moment. Ok, merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo autour de vous. Comme ça, on aura toujours plus de monde qui regarde cette émission. Allez, rendez-vous dans 2 semaines. À plus.